Avec ses 14 nominations, le film Nouvelle Vague du cinéaste américain Richard Linklater aborde la cérémonie des Césars de demain soir en grand favori. Ce film, hommage à la Nouvelle Vague et surtout à l'un de ses films manifestes à bout de souffle de Jean-Luc Godard, nous plonge et nous replonge dans ce moment d'effervescence du cinéma français qui a changé d'ailleurs l'histoire même du cinéma mondial. Fin de plus de 60 ans plus tard, alors comment expliquer que cette période continue de fasciner les cinéphiles et les autres? Pourtant, des critiques se sont élevées ces dernières années sur la place trop importante que prend l'auteur dans le cinéma français. Alors, que garder de la Nouvelle Vague et notre rapport à cette période est-il uniquement nostalgique? Un invité ce soir pour nous éclairer, Marc Cerizzuelo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'université Gustave Eiffel et membre de l'Institut universitaire de France, également critique et auteur récemment de l'ouvrage intitulé Billy Wilder, un Européen à Hollywood, qui est paru chez Capricci en 2025. Vous êtes par ailleurs l'auteur d'un ouvrage consacré à Jean-Luc Godard. Et avec moi pour mener cette interview, Julien Bisson. Bonsoir Julien. Bonsoir Quentin. Vous êtes directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1. Merci donc à vous deux d'être ce soir dans Question du soir. On peut faire ça pour une somme dérisoire, promis. Aussi dérisoire que vous pourrez, je n'ai même pas ça. Mais avec les noms de Truffaut, Chabrol... Claude aussi? Oui, je lui ai demandé d'être notre directeur technique ou superviseur artistique. Tout pour satisfaire le syndicat. Truffaut, Chabrol et moi. S'ils veulent la Nouvelle Vague, donnons-leur un raz-de-marée. Exactement, c'est ça l'esprit. Aujourd'hui, tout le monde adore la Nouvelle Vague. Donc avec une subvention, plus pinière, et j'ai pu convaincre Gérard Bétou. Mais au total, on aura moins d'un tiers du budget d'un film français moyen. Ah, c'est plus qu'assez. Mais, s'il vous plaît, ne me dites plus jamais moyen. Plus jamais. Nous, au Cahier, on pense que les films ne doivent pas coûter cher. J'ai toujours aimé ça chez les cahiers. C'est ce qui permet la liberté de création. Ça, j'aime. Tout ce dont on a besoin pour faire un film, c'est d'une fille et un flingue. Oui, je compte là-dessus. Extrait du film Nouvelle Vague de Richard Linklater, film dont nous parlions en introduction. Commençons par le début, Marc Cerizzuelo, et peut-être la question qui fâche, Godard ou Truffaut, donc, et pourquoi? Godard ou Truffaut? Ah, c'est une très bonne question. Moi, en ce qui me concerne, c'est Godard, mais j'aime beaucoup le Truffaut critique. Je trouve que ça a été un polémiste formidable. C'est lui qui a réellement lancé la Nouvelle Vague 5 ans avant les films, avec un article absolument incroyable, une certaine tendance du cinéma français. Ensuite, Truffaut s'est embourgeoisé. En gros. Donc, à partir du milieu des années 70, je le trouve vraiment moins intéressant. Godard, lui, est resté non-bourgeois, entier, sincère jusqu'au bout? Godard est bourgeois au départ. Donc, lui, il n'a pas besoin de s'embourgeoiser. Dans sa démarche, on entendait. Et il est resté réellement lui-même en faisant des choses très différentes. Il a toujours fait, comme il le disait dès le début, la même chose autrement. Il ne faisait pas autre chose, il faisait la même chose autrement. Julien Bisson. Le fait de poser cette question, justement, Godard ou Truffaut, est-ce que c'est finalement réduire la Nouvelle Vague, qui, on rappelle, c'est plus de 150 réalisateurs qui vont produire des films, réaliser des films en l'espace de quelques années. Est-ce que c'est réduire la Nouvelle Vague à ces deux figures? Ces deux figures, c'est peut-être excessif. En revanche, la Nouvelle Vague, c'est d'abord et avant tout la Nouvelle Vague des cahiers. Donc, ce n'est pas 150 rédacteurs des cahiers du cinéma. Ça a permis effectivement l'accès à la réalisation à beaucoup de cinéastes. Mais si on essaye de comprendre ce qui s'est passé, la Nouvelle Vague, ce sont d'abord des critiques de cinéma dans cette revue, donc les cahiers du cinéma. Et pendant une dizaine d'années, ils vont profondément rebattre les cartes et montrer avant tout que pour faire du cinéma, il ne faut pas avoir fait une école de cinéma, il ne faut pas avoir été pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans assistant pour pouvoir arriver peut-être à 40 ans à faire un film. Non, ils ont décidé et c'est ça qui reste finalement, pour répondre tout de suite à votre question initiale, ce qui reste... Comme ça on en termine. C'est cela. Et donc la Nouvelle Vague des cahiers, c'est Godard et Truffaut, mais aussi Jacques Rivette, Éric Rohmer, Claude Chabrol et quelques autres. Et ensuite, au même moment, 59, 60, 61, il y a des gens considérables qui arrivent dans le cinéma. Il y a, proche des cahiers du cinéma, mais pas du tout critiques, Agnès Varda et Jacques Demy.
Il y a des gens qui sont un petit peu plus âgés que Godard et Truffaut, qui sont plutôt des contemporains de Rohmer, qui sont Alain Resnais, Chris Marker. Voilà. Et à côté d'eux, il y a énormément de jeunes gens, de jeunes femmes, plutôt des jeunes gens d'ailleurs. Donc, des jeunes hommes. de Philippe de Broca, Michel Deville, à beaucoup d'autres qui sont devenus des cinéastes assez importants et d'autres qui ont été effectivement des éphémères. Quand on regarde le film de Linklater, qui est encore en salle d'ailleurs, il faut le préciser, on est pris peut-être en étau entre deux sentiments. D'un côté, on réalise effectivement à quel point la nouvelle vague est un raz-de-marée, pour reprendre l'expression du film. En l'occurrence, une véritable révolution dans la manière de fabriquer des films, de les écrire, de conduire des acteurs, de les produire également avec des moyens relativement réduits. Et dans le même temps, on se dit, ce qui reste peut-être pour filer la question que je posais, c'est aussi une nostalgie de cette époque. On est au cœur des 30 Glorieuses, une France qui se pose d'autres questions, un cinéma français qui rayonne en France bien sûr, mais partout en Europe, partout dans le monde. Alors justement, où se trouve la vérité, une révolution véritable ou bien une nostalgie profonde? Oh, je pense que c'est quand même une révolution au départ. C'est-à-dire que l'idée, vous savez, c'est d'opposer, de se poser en s'opposant. Donc on se pose en s'opposant à la génération antérieure, qui est stigmatisée comme étant le cinéma de qualité. C'est une appellation péjorative. Donc c'est NV C'est mal d'être de versus qualité. NV versus QF, c'est-à-dire nouvelle vague contre qualité française. La qualité française, le cinéma dit de qualité, c'est-à-dire le cinéma de scénaristes, le cinéma de studio, le cinéma de vieilles stars. Quand les Américains ont James Dean, nous on a Gabin avec ses cheveux blancs. Et c'est lui qui embarque la minette à la fin. C'est insupportable pour les jeunes, ils n'en peuvent plus. Et donc ça c'est quelque chose d'existentiel, réellement. Donc, et comme à cette époque-là, il faut quand même bien comprendre que les syndicats et la corporation cinématographique est extrêmement fermée. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas professionnel du cinéma, assistant, technicien, si vous n'êtes pas élève d'une des deux écoles de cinéma, l'IDEC à l'époque, l'ancêtre de la FEMIS, ou Louis Lumière, vous ne pouvez pas louer du matériel. Vous ne pouvez pas acheter de la pellicule. Aujourd'hui, où tout le monde peut faire un film avec son appareil photo, ça semble insensé, mais à l'époque, la profession est complètement fermée. Ça aussi, c'est insupportable. C'est pour ça que dans les courts-métrages, notamment de la Nouvelle Vague, on a une mention conseiller technique, une sorte d'emmerdeur artistique, on se demande ce qu'il fait là. Et en fait, c'est le copain qui est à l'IDEC, qui est assistant et qui a pu louer le matériel. Et qui donne les clés justement de la location. C'est qui, pardon? Et qui donne les clés justement de la location, qui permet de louer... Absolument, qui va louer le matériel lui-même. Et donc, vous imaginez quand même, il y a une haine profonde. Et ça, Truffaut l'a vraiment incarné. Truffaut et Godard l'ont magnifiquement incarné. Rivette et Rohmer sont des gens plus posés. Donc ça se voit dans leurs textes. Si on faisait de la littérature classique, on dirait que ce sont des cicéroniens et les autres, c'est des sénéquistes qui font des courts-circuits, des antithèses. Donc ils sont très amusants les uns et les autres à comparer dans le style d'écriture et dans le style filmique. On se souviendra de cette dualité que vous tracez là. Julien Bisson. Mais est-ce que cette haine est réciproque? On se rappelle du mot de Michel Audiard en 1960, je crois, quand il dit « La nouvelle vague est morte ». Et d'ailleurs, on a découvert qu'elle était plus vague que nouvelle. Est-ce que, rétrospectivement, à l'époque, la nouvelle vague a séduit la France entière, ou est-ce qu'il y avait aussi cette haine réciproque du cinéma à la papa? Alors, il y a une haine incontestable, effectivement, mais tout ça est compliqué. Tout ça est compliqué parce que, par exemple, les journalistes des cahiers du cinéma écrivent... Donc, les cahiers du cinéma, c'est, je sais pas, 8-10 000 spectateurs par mois. Il y a également le magazine Art, qui est dirigé par des hussards, par Jacques Laurent, notamment. Et donc, et là, ils tiennent la rubrique. Et là, c'est 60 000 personnes, parfois, par semaine. Et c'est là que Truffaut propose un scandale toutes les semaines ou un scandale tous les mois. Et on voit très très bien que on n'est pas chez des dangereux gauchistes. On est vraiment dans une presse littéraire plutôt classée à droite. Et c'est là que c'est le terrain de jeu de Truffaut et de tous ses amis. Parce que quand il va commencer à faire des films, la rubrique d'art sera reprise par les uns et les autres. Donc, mais ce qui est particulièrement intéressant dans la manière de concevoir cette haine, c'est qu'elle est effectivement partagée.
En même temps, il faut bien comprendre que quand on s'excite sur le fait que les 400 coups font 500 000 spectateurs à peu près à Paris en première exclusivité, avec un petit budget, avec un tout petit budget, Godard fait 250 000 spectateurs. C'est énorme, bien sûr, mais au même moment, Marcel Carné fait un film sur la jeunesse, Les Tricheurs. C'est un point de vue de vieux sur la jeunesse, c'est un film assez insupportable. C'est quand même 4 à 5 millions de spectateurs. Donc le vieux cinéma, le cinéma de qualité, continue de tient marcher le quand choc. même. Ah oui, auprès des spectateurs, c'est incontestable. Un deuxième extrait du fameux film donc de Linklater, Nouvelle Vague. Votre film est dégueulasse. Attendez, ne me gâchez pas le plaisir, je veux découvrir votre critique quand elle paraîtra. C'est pas tant que la face du diable soit loin d'être bon, mais plutôt qu'il est proche d'être mauvais. Vous êtes mon critique préféré, vous savez. Alors n'oubliez pas, la meilleure façon de critiquer un film, c'est de faire un film. Nous y voilà. Bobo, je suis prêt à faire un film. Je vous ai engagé pour écrire le scénario de Pêcheurs d'Islande et vous n'êtes même pas capable de le terminer. Mais parce que je vais pas le réaliser. Je comprends rien à cette histoire. C'est une adaptation. Justement, moi je suis prêt à réaliser. Maintenant. On a choisi collectivement cet extrait avec l'équipe de Questions du soir, Marc Cerizuelo, parce qu'il encapsule peut-être cette idée au centre de la nouvelle vague, idée selon laquelle ce sont d'abord des films d'auteurs qui sont réalisés. Les auteurs Godard, Truffaut, Chabrol, bien d'autres, tous les autres d'ailleurs, veulent porter leur propre film de A à Z avec leur vision. Expliquez-nous pourquoi. Alors, le mot auteur apparaît justement un petit peu plus tôt dans les colonnes des cahiers du cinéma. C'est vraiment, il y a des auteurs dans le cinéma muet. Personne ne dira qu'Eisenstein, Stroheim, Widor ne sont pas des auteurs, sont des vrais cinéastes. À partir du moment où le cinéma devient parlant, les choses deviennent plus compliquées. Alors il est évident que cette politique des auteurs, elle concerne un cinéma bien particulier. Personne ne va se mettre au feu pour dire dans les années 1950, Bergman est un auteur, Visconti est un auteur. Ok, là il n'y a pas photo. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est une expression qu'on entend énormément. Voilà. C'est la politique des auteurs. Cela concerne le cinéma hollywoodien, c'est-à-dire le cinéma dominant, produit par les grands studios de la côte ouest, où arrivent des gens qui sont tout à fait considérables, mais qui ne sont pas considérés, c'est-à-dire Hitchcock, Fritz Lang, tous ces gens-là. Hitchcock, c'est Monsieur Fais-moi peur le samedi soir dans les années 1950. C'est pas un auteur. Fritz Lang, ce fut un auteur en Allemagne. Vous voyez ce pauvre Fritz Lang qui fait des films noirs et des westerns à Hollywood, ça va pas du tout. Donc là, on reconsidère quand même toute l'histoire du cinéma américain en disant le responsable artistique de tel film signé Hitchcock, c'est Hitchcock et personne d'autre. Aujourd'hui, ça a l'air d'être une évidence absolue. Personne ne va dire Hitchcock n'est pas un auteur. À l'époque, c'est une révolution. Donc ils en ont parlé pour Otto Preminger, ils en ont parlé pour beaucoup d'autres. Je vous coupe, pardonnez-moi, mais par conséquent, qui signait les films avant cela? De qui était, à qui on attribuait la conception, la réalisation d'un film? À la fin, il y a toujours la signature, directed by, donc la mise en scène apparaît à la fin, ça c'est certain. Mais un film, notamment à Hollywood, c'est un film de producteur, c'est un film qui est écrit par des scénaristes, c'est surtout un film qui met en avant une ou plusieurs stars. Donc le cinéaste est quelqu'un qui, dans le cinéma parlant hollywoodien classique, est quelqu'un qui peut être... Il est interchangeable, ce n'est pas réellement quelqu'un d'important. La politique des auteurs, c'est de prendre une métaphore littéraire, théâtrale, auteur, pour parler du cinéma, mais pas le cinéma dont on écrit nécessairement les textes et le scénario, mais c'est celui qui est le metteur en scène. La politique des auteurs, c'est de dire que c'est le metteur en scène qui est le responsable. L'évidence d'aujourd'hui n'était pas à l'époque. Julien Bisson. Le Jean-Luc Godard qui est montré par Richard Linklater dans Nouvelle Vague, c'est un réalisateur qui a tout pouvoir sur son équipe, qui a tout pouvoir sur les acteurs. Est-ce que c'est aussi cela, la nouveauté de la Nouvelle Vague? C'est cette place centrale du réalisateur dans tout le dispositif du film? Je pense que oui, mais c'est particulièrement spectaculaire avec Jean-Luc Godard et avec À bout de souffle. Il est gonflé.
Godard. C'est quand même quelqu'un qui ose quelque chose. Renvoyer, comme on le voit dans le film, renvoyer l'équipe parce qu'il n'a plus rien à dire à midi, ne pas se pointer 1 ou 2 jours parce qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Il faut comprendre quand même que Godard, c'est le plus révolutionnaire. Il n'écrit pas de scénario. Donc tout le monde a témoigné là, pendant, notamment à propos de la première décennie de Godard. Les acteurs recevaient leur texte le matin. Ils n'avaient pas dormi. Ils ne dormaient pas pendant le mois de tournage. Il écrivait sur des bouts de papier les dialogues des acteurs. C'est assez formidable comme façon de faire. C'est le plus extrémiste par rapport à Truffaut, qui a un scénario, par rapport à Romer, qui évidemment a écrit, tourne des films 20 ans après les avoir écrits. Vous voyez, à chaque fois, à l'intérieur même de la seule nouvelle vague des cahiers, on a des cas très différents. Godard, il pousse même la chose à concevoir des scénarios, à concevoir des films à plusieurs d'une manière démocratique. Durant plusieurs mois, ils mettent en place un dispositif dans lequel chacun peut décider de la scène et de la suivante, ce qui est là encore... j'allais dire, une radicalité absolue dans la manière de penser la politique de l'auteur. Celui qui sera le plus proche de Godard à cet égard, c'est Rivette, qui jouera beaucoup Rivette. sur l'improvisation, Jacques Rivette. Mais Godard n'improvise pas. Pour autant, c'est pas de l'improvisation. Un film de John Cassavetes de cette époque, ce sont souvent des films d'improvisation, c'est intéressant. Mais Godard a toujours une grande idée du film. Il sait très bien où il va, seulement il n'a pas du tout envie d'écrire un mot après l'autre et d'imaginer, de modéliser ce que sera le film. Ça l'intéresse pas du tout. Ça l'angoisse même. Julien Bisson. L'imaginaire de l'auteur, c'est aussi un imaginaire qui nous tend vers l'autobiographie. Est-ce que de ce point de vue-là, dans les thématiques qui vont être abordées, dans la façon de les raconter, il va y avoir quelque chose aussi de nouveau dans la nouvelle vague? Oui, alors ça c'est absolument essentiel. Et ça, on quitte un petit peu Godard dans cette affaire. C'est typiquement ce que fait Truffaut avec la saga d'Antoine Danel. Mais ce sont des gens qui sont parfois des gens tout à fait considérables dans le cinéma français. Je pense à Jean Eustache, par exemple. Et même s'il ne fait pas partie de la nouvelle vague parce qu'il ne les aimait pas, il est forcément rattaché à ce mouvement, c'est Maurice Pialat. Et donc, Eustache et Pialat seront les grands autobiographes avec Truffaut, qui est un semi-autobiographe avec les aventures d'Antoine Doinel, mais c'est quand même, il met beaucoup de lui-même. Ça ne se limite pas à cela, on le sait bien. Truffaut a fait beaucoup d'autres films, mais il y a quand même les 5 films de la saga Doinel, et la nouvelle vague a quand même réellement commencé avec cela, même si Chabrol a été celui qui a été le premier chronologiquement à faire des films. Et Eustache, bien sûr, qui conduira lui-même Antoine Doinel, d'une certaine manière, qui récupérera absolument le personnage. Et Truffaut fera des infidélités. Léo fera des infidélités. Jean-Pierre Léo. Troisième extrait de la nouvelle vague de Richard Linklater, encore et toujours. Moi, je veux maintenir l'indépendance de l'artiste, du peintre qui peut quitter sa toile pour aller chercher quelque chose à boire s'il en a envie, ou pour aller chercher l'inspiration. Wow, ça a l'air intéressant, très différent de ce que Air Otto m'a appris. Ce n'est pas si différent. À bout de souffle sera le prolongement de votre rôle dans Bonjour Tristesse. Comment? Imaginez le dernier plan du film de Preminger. Enchaîné sur un carton, 3 ans après, et vous n'aurez qu'à être vous-même. Je veux que vous gardiez les mêmes gestes que vous faites en dehors des plateaux. Votre façon de tenir une cigarette ou de vous coiffer. Vous ne m'avez jamais vu me coiffer. Et pourtant, tout le monde en rêve. On a parlé d'à peu près tout le monde dans ce paysage. Marc Cerizzuelo, on a entendu un producteur, on a parlé des auteurs, réalisateurs. On a encore très très peu parlé des comédiennes, des comédiens, des acteurs. Alors qui étaient-ils justement? Quelle était la ressource en matière d'acteurs de cette nouvelle vague? Alors ça c'est très important parce que la nouvelle vague c'est effectivement de nouveaux visages, de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements. C'est pas Alain Delon. Alors voilà, c'est très intéressant. Alain Delon est la grande star, l'acteur sublimement beau, mais qui est à côté, effectivement, de cela. Pourtant, quand on regarde un film comme Plein Soleil, qui est un film de René Clément, donc cinéma de qualité, mais le scénariste, c'est Paul Gégoff, et Gégoff, c'est le scénariste de Romer. Donc c'est quelqu'un qui est... Voilà, là, on voit les points de passage, et à ce moment-là,
il y a des éléments nouvelle vague chez Maurice Ronet et chez Delon dans ce film très célèbre. Belmondo, c'est vraiment quelqu'un qui est créé par et pour la nouvelle vague, et la manière dont il retrouve Godard dans Une femme est une femme, et surtout dans Pierrot le Fou, ce sont des moments quand même très 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 importants de l'histoire du cinéma français. Léo est quelqu'un qui vient effectivement un petit peu plus tard, mais Jean-Claude Brialy est absolument essentiel, et lui, on le retrouve un petit peu partout, chez Chabrol, chez Godard, plus tard chez Truffaut. Et Gene Seberg, alors c'est la prise d'une star américaine, c'est un plaisir de Jean-Luc Godard, ou bien il y a une logique de fond à ce qu'elle se retrouve dans À bout de souffle? Il y a une certaine logique, mais c'était pas du tout facile, c'était pas du tout évident, hein. C'est une star très jeune, hein, c'est une découverte d'Otto Preminger. Elle a fait des films avec lui, notamment l'adaptation du grand best-seller français Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Et c'est quelqu'un qui a fasciné toute la génération, notamment des Cahiers. Les Cahiers sont vraiment des Premingeriens. Voilà, c'est un de leurs auteurs. Les auto-Premingeriens. Voilà, c'est un de leurs auteurs avec Hawks, Hitchcock et quelques autres. Et c'est un rêve d'une certaine manière. Or, ça marche. Et ensuite, ça va être le début de quelque chose pour elle aussi. C'est-à-dire que même si elle va retourner aux États-Unis, c'est quelqu'un qui va devenir quand même également en grande partie française grâce à son mari Romain Gary et à beaucoup d'autres aventures cinématographiques. Et c'est un destin tragique et très émouvant que celui de Gene Seberg. Le cinéphile Julien Bisson. Restons aux États-Unis. On l'a dit, Nouvelle Vague est un film du cinéaste américain Richard Linklater, qui est un cinéaste dont on comprend l'attachement à la Nouvelle Vague quand on connaît son œuvre. Un cinéaste qui aime le cinéma sous contrainte, qui aime raconter des histoires proches de la vie. On se souvient de son film Boyhood, par exemple. Est-ce que le fait, néanmoins, que ce soit lui, un cinéaste américain, qui réalise Nouvelle Vague, ça nous dit quelque chose soit de l'impact de la Nouvelle Vague à l'étranger, notamment aux États-Unis, ou est-ce que c'est peut-être aussi le fait que les Français ont plus de distance, en tout cas, ou plus de respect, ou plus de quoi que ce soit vis-à-vis de cette époque? Là, il nous faudrait 2 ou 3 autres émissions pour faire le tour. On a 2-3 minutes. Donc voilà, en 2 mots, le Godard, notamment Godard, Truffaut aussi, quelques autres, mais notamment Godard, est une superstar des campus dans les années 60 et 70. Il fait des dates comme une rockstar, il fait 30 dates, il se fait plein de fric, et ça l'aide à financer ses films. Et les jeunes, le succès de Godard aux États-Unis est réel, notamment pour la génération de quelqu'un comme Linklater, qui est né en 1960, qui est tout à fait l'enfant de cette vogue de la nouvelle vague. C'est le cas également de Noah Baumbach, hein, donc, qui a appelé son fils Romer, il faut le faire quand même. Et c'est... Bon, on voit bien. J'ai levé les yeux au ciel. On voit bien ce qu'a fait Wes Anderson avec French Dispatch, etc., etc. On voit très très bien quand même qu'il y a la nouvelle vague au cœur chez beaucoup de cinéastes américains. Ça s'est passé vraiment par le circuit universitaire qui est très important aux États-Unis à partir des années 1960. Et ça a créé cela. Il ne faut pas croire que Godard est une superstar pour les rednecks ou les électeurs de Trump dans certains États. Non, mais il est très, très, très vif sur le sujet à ce moment-là. En quelques secondes, c'est un défi compliqué, hein, Marc Cerizuelo. En quelques secondes, pourquoi la nouvelle vague s'estompe-t-elle, finit-elle de produire ces effets que vous décrivez ? Moi, je ne pense pas qu'elle s'estompe réellement, puisqu'on a justement des vagues récurrentes. Et on voit bien que elle est liée à l'articulation du cinéma français. Le cinéma français fonctionne effectivement de cette manière-là, c'est-à-dire par des tournages qui ne sont pas nécessairement tous en studio. Et donc, on voit très très bien qu'on a une économie qui fonctionne assez bien, en fait, pour la production de ces films. Ce sont des films, on produit autant de films que les Américains, ils sont moins vus, mais ils sont produits et l'industrie existe. Moi, je trouve que c'est la meilleure leçon de la nouvelle vague, c'est de dire que le cinéma français existe. Vous avez aimé le film de Linklater ? J'ai adoré le film de Linklater. J'ai trouvé que c'était
intelligent, drôle, c'est présenté comme une comédie. Godard, l'acteur qui joue Godard est absolument formidable. Excellent. Le côté tête de nœud de Godard est réel. Donc ce ne sont pas des fans transis, ce sont des fans rigolards et ça c'est formidable.